messieurs, bonsoir. Le Sénégal sera-t-il autosuffisant en riz en 2017? Qui mieux que le ministre de l'Agriculture pour répondre à la question? Le 37e numéro des Affaires de la Cité va donc à la source. Mais nous tenterons au cours de cette émission d'échapper tant bien que mal à la tyrannie du riz. Il est aussi et surtout question de la politique agricole actuelle dans sa globalité. L'AC a donc le plaisir de recevoir le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, ici présent. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vos proches vous racontent à Aïssatou Païfal face à la caméra de Mardien. Portrait. Détermination, abnégation, n'est-ce pas, sens du devoir, compétence. Autant de qualificatifs pour l'expert de l'agriculture mondiale, dont l'engagement en faveur du secteur primaire lui a valu beaucoup de distinctions. La dernière en date, son élection à la prestigieuse Académie d'agriculture de France, une parmi tant d'autres. L'ancien directeur général de l'ISRA et d'Africa Rice, depuis 2013 à la tête du ministère de l'Agriculture, essaie de ne pas faire tanguer la barque à un de ses objectifs, mener le Sénégal vers l'autosuffisance en riz. Pape Abdoulaye Seck, fervent supporter de la Jeanne d'Arc, vu par ses pairs. Un homme extrêmement rigoureux, n'est-ce pas? Une rigueur qui lui vient d'ailleurs de très loin. Il aime trop le travail. Il reste quelquefois au bureau jusqu'à 22h, 23h. Et moi qui suis son directeur de cabinet, je subis cela tous les jours. Souvent arrivé à la maison, ma femme crée énormément de problèmes et c'est à cause de lui. Malik Sissouri, voisin de Papa Abdoulaye Seck à la Médina, loue les qualités d'un homme qui est resté égal à lui-même. Pape Seck a fait des études particulièrement brillantes. Il est reconnu mondialement sur le plan de l'agriculture, il est membre de l'Académie d'agriculture, il est membre de la Légion d'honneur, donc il est reconnu. Mais tout autant, il reste ancré dans les profondeurs de son quartier et de sa bande. Donc, comme moi-même, moi, toutes les 48 heures, je suis à la Médina, où on a notre grande place, où il n'y a pas de chef. Son père était un ami intime de mon beau-frère, ils étaient dans la même bande. À l'époque, on les admirait, la façon de s'habiller, la façon de sortir. Enfin, c'était, je ne peux pas dire des dandys, mais c'était les faiseurs de mode de l'époque. Compagnon de longue date, Alassane Ndiaye se souvient d'un homme, fidèle en amitié. Nous avons pratiquement confronté nos rêves ensemble. Et je dois dire qu'il est arrivé à peu près à ses rêves. Hein. Donc je me souviens, peut-être c'est mon épouse qui vous le dira mieux que moi, quand déjà on imaginait, lui et moi, donc un avenir dans le domaine stratégique de l'État du Sénégal, et ça fait quand même très 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 longtemps. Il est toujours avec les mêmes. Bon, en dehors de ça, il aime la réflexion. Bon, alors c'est son dada d'ailleurs, parce que nous avions, je peux le dire dans le passé, créé nous et moi ce qu'on appelle la cité philosophique. Et on aimait échanger sur des concepts philosophiques. Si bien que d'ailleurs, aujourd'hui je dois dire que c'est qu'un manipulateur de concepts. Il est aujourd'hui inventeur de plusieurs concepts donc, en agroéconomie. Donc et je peux dire que c'est depuis toujours. Et c'était le jeu favori. On le faisait ensemble la nuit. Bon, et tout à l'heure, enfin, il n'y a pas longtemps, quand il me décollait donc, au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite, il me soufflait à l'oreille que c'est la cité philosophique qui est décorée. L'on pourrait alors comprendre les résultats de l'expert à la tête du ministère de l'Agriculture. Et les schémas qu'il a posés dans toutes les filières nous ont permis de faire des records depuis qu'il est là. C'est pourquoi quand le président de la République a parlé d'autosuffisance en riz, compte tenu du parcours de Pape Abdoulaye Seck, que le président a pu décrocher de Africa Rice, il a fait preuve de patriotisme qui n'a plus effectivement de preuves à faire dans son pays. Il a accepté de venir. Longue et riche expérience qu'il a tenu à partager avec sa patrie, tout comme il a toujours partagé son savoir avec ses proches. Quand j'étais au lycée, c'est lui qui nous enseignait les mathématiques. Mes amis et moi,
Parmi celles-ci, je peux citer Binta Samba, actuel ambassadeur du Sénégal au Togo. Je peux également citer Madame Fatou Gaïssar, qui fut ministre de l'Agriculture. Il aimait partager son savoir et rassembler même les jeunes du quartier pour dispenser des cours de mathématiques. J'avais toujours cru qu'il allait devenir professeur de mathématiques. Il a le sens de la famille, il soutient ses sœurs, sa maman, ses cousines. Il aimait son père, beaucoup de considération pour ses parents. Ces jeunes collaborateurs aussi apprécient. Pour moi, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je retiens le plus, c'est un ministre qui est au parfum de tout ce que m'écrit sur son secteur. Je vous donne par exemple un exemple. Le ministre peut être en Europe, à l'extérieur, et il vous appelle à 8 heures, parfois à 7 heures, pour vous demander est-ce que vous avez lu ce qui est écrit dans tel journal concernant le secteur. Monsieur le ministre, le chercheur, le scientifique que vous êtes, est-il à l'aise dans le costume de ministre du jour? Oui, je suis tout à fait à l'aise et je saisis l'occasion pour vous remercier très chaleureusement de l'opportunité que j'ai aujourd'hui à m'adresser à l'ensemble des Sénégalais et des Sénégalaises. Et quelles sont les visions et ambitions qui sous-tendent la politique agricole aujourd'hui du président Macky Sall? Pour le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous devons tout mettre en œuvre pour que l'agriculture soit la force motrice qui va permettre effectivement une transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Pendant très longtemps, on pensait effectivement que l'agriculture devait être plutôt un wagon. Le président estime que ça doit être une locomotive. Cela signifie que nous devons construire une agriculture forte. Une agriculture est forte si et seulement si elle arrive à nous nourrir au mieux et durablement sur une base endogène, si elle arrive à assurer un positionnement sur les marchés internationaux, si elle arrive aussi à générer beaucoup d'emplois, notamment pour les jeunes, et à améliorer l'état nutritionnel des populations. En résumé, la vision du président de la République consiste à dire une autre agriculture est possible. Cette agriculture métamorphosée doit être celle qui va faire en sorte que travailler la terre devient aussi valorisant que le fait d'être professeur de mathématiques ou journaliste. Cette politique agricole est-elle une synthèse des politiques passées de Senghor à Wade en passant par Abdou Diouf, ou est-elle une rupture par rapport aux politiques passées? Je dirais que il est très difficile de réinventer la roue. C'est ce que nous croyons. Il faut absolument, quand on élabore une politique agricole, faire une très bonne lecture du passé, voir les forces, les faiblesses de ce qui a déjà été entrepris, faire une lecture critique de la situation qu'on vit et en fonction de cela, voir quelles sont les lignes de force qu'il faut faire bouger afin de transformer son agriculture. Vous savez, j'aime souvent citer un auteur qui disait que l'avenir dépend du passé, mais aussi des germes de changement qui sont contenus dans le présent. C'est pourquoi le président a tenu à ce que nous fassions une analyse historique, une analyse diagnostique, pour déboucher sur un nuage de futurs possibles
extraire un des futurs et voir quels sont les éléments à mettre en jeu pour la matérialisation de ce futur. Au fait, c'est une analyse rigoureusement scientifique, parce que fondée sur ce que nous vivons, fondée aussi sur le futur qu'on veut inventer. Donc oui, il y a des ruptures, mais ces ruptures reposent sur une bonne connaissance de ce que nous avons déjà vécu. Et vous vous êtes rendu au Salon de l'agriculture à Paris, comme chaque année, mais parlons surtout de l'édition de cette année. Est-ce que le stand du Sénégal a été couru? Il nous revient que notre agriculture, comparée à d'autres, est très en retard. Un retard s'apprécie par rapport à quoi? Dans le domaine de la mécanisation, l'utilisation de l'outil technologique. Aujourd'hui, le paysan, c'est quelqu'un de très moderne. Oui, il est devant son ordinateur. Voilà, donc le retard, on doit l'apprécier par rapport au rayon qui est considéré. Bien évidemment, si vous considérez l'agriculture américaine ou l'agriculture européenne, on peut effectivement dire que nous ne sommes pas en avance, que nous sommes d'ailleurs en retard. Mais si on considère ce qui se passe au niveau de notre espace, avec les politiques qui sont développées, on peut dire, sans risque de se tromper, que nous ne sommes pas en retard, nous sommes soit en avance ou au milieu du tableau, mais pas en retard. Et quelles sont les retombées de notre participation au dernier salon? Il y a eu beaucoup de mises en relation d'affaires. Nous avons rencontré beaucoup d'Européens qui sont venus au niveau de notre stand pour voir dans quelle mesure on peut intensifier la coopération en matière d'exportation, par exemple, parce que comme vous le savez, le Sénégal a des avantages comparatifs indéniables. Nous avons toute une histoire, mais il faut une mise en relation d'affaires. Il y a aussi des personnes qui se sont présentées à notre stand parce qu'elles veulent investir dans le secteur agricole sénégalais. Il y a aussi des personnes qui sont venues pour vendre un savoir-faire, en disant, bon, telle technique culturelle permet de faire ceci ou cela. En réalité, un salon, c'est pour donner, mais aussi pour recevoir. Nous avons beaucoup donné, nous avons aussi beaucoup reçu. Et nous pouvons dire, sans risque de faire erreur, que cette année, le salon s'est vraiment bonifié. Et la bonification du salon est liée à la bonification de notre agriculture. Nous avons eu... Concrètement? Nous avons eu une gamme de produits beaucoup plus large. Nous avons vu la montée en puissance des produits transformés du Sénégal. Nous avons vu aussi des améliorations du point de vue de l'emballage. En réalité, en regardant ce qui s'est passé au niveau du salon, l'impression qu'on a, et elle est fondée, c'est de dire, voilà une agriculture qui est en train de se construire dans le sens de l'efficacité et de l'efficience pour être la force motrice de l'économie du Sénégal. L'agriculture sénégalaise, justement, atout et handicap. Le constat fait dans le dossier que nous allons suivre est que les ressources humaines, financières et techniques existent à côté des potentialités d'ordre écologique. Pourquoi alors notre agriculture ne décolle toujours pas? Des facteurs bloquants sont soulevés dans ce document de Mame Biram Diouf. Hamza Diallo pour les images. En parlant d'atouts, reconnaissent nos interlocuteurs, le Sénégal dispose de ressources humaines pour développer l'agriculture et c'est dans ce cadre qu'il faut placer les exploitations de type familial soutenues par le CNCR. Nous suivons régulièrement 2000 exploitations familiales. 2000 exploitations familiales, ça fait entre 4000 et 6000 ménages ruraux. Et de ce suivi, nous sortons les éléments qui nous permettent d'influencer cette agriculture, d'influencer cette politique agricole. S'il existe le potentiel hydraulique, Marish Dia estime qu'il nous faut être moins dépendant des aléas de la pluviométrie. Dépendons de la pluviométrie. Prenons la campagne dernière. Nous avons bien démarré la campagne. Il y avait beaucoup d'espoir, mais en fin de campagne, il y a eu moins de pluie.
nous sommes tombés avec, par exemple, pour l'arachide, des graines qui n'étaient pas pleines. Revoir les stratégies pour améliorer les pratiques. Amadou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UGB, pense que c'est là où se situe le débat, car les opportunités ne manquent pas. Et nous avons des potentialités d'ordre écologique comme les sols adaptés, le soleil, la température, mais aussi du matériel agricole et des semences certifiées. Pourquoi on n'a pas des exploitations familiales qui parviennent à se nourrir et à nourrir le Sénégal? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. L'adaptation au changement climatique qui menace les progrès fait appel à de nouvelles techniques et pratiques du côté de l'ISRA. On s'assure de cela. Je prends l'exemple d'arachide. Ceux qui se souviennent un peu dans le bassin arachidier, il y a quelques années, il y avait des farines d'arachide qui faisaient 100-120 jours. Donc 4 mois de pluie, ce n'est plus le cas dans le bassin arachidier. Et ça veut dire que si on était arrêté à ces espèces, on n'aurait plus d'arachide dans ces zones. Donc l'ISRA a travaillé à mettre en place des variétés d'arachide à cycle court ou extra court, parfois de 80 jours, 90 jours, qui permettent de produire de l'arachide dans ces zones. Donc c'est une forme de résilience, c'est une forme d'adaptation. Mais nous avons continué également à avoir des cycles longs pour que certaines zones qui n'étaient pas d'arachide et qui le sont aujourd'hui comme le Sud puissent faire de l'arachide. Face au faible taux de recrutement de chercheurs, Dr Elhadji Traoré pense qu'il y aura un changement de la donne pour mieux répondre aux besoins. Le ministre en est conscient, il nous a dit qu'il va tout faire pour qu'on puisse avoir 10 recrutements de chercheurs par an. Cela doit s'accompagner aussi d'un budget conséquent. La jeunesse en a tout. De ce fait, le directeur exécutif de IPAR pense que l'insertion agricole de cette frange de la population reste plus que jamais un défi. Au Sénégal, on a fait des études dans les années 2010-2011 où on montrait que chaque année, il y a 269 000 jeunes entre 15 et 24 ans qui arrivent sur le marché de l'emploi. On voit par exemple, il y a que 30 000 jeunes que le secteur formel crée comme emploi. Donc le gap est énorme. Et je pense que ces programmes devraient permettre, quand on regarde aujourd'hui le PSE qui parle de 100 à 150 fermes à créer, ça veut dire que les autorités politiques sont conscientes des enjeux qu'il y a à créer des emplois pour ces jeunes. Comment arriver, comme par exemple au Burkina, où ils ont par exemple 30% accordés aux femmes quand l'État fait des aménagements. Ici au Sénégal, on est autour de 10% dans les aménagements que l'État réalise. Au-delà du droit foncier des femmes à respecter les contrats d'occupation des terres que l'État signe avec des exploitants commerciaux ou agroalimentaires sont en handicap, selon Maurice Dia. Le périmètre de Boundoum fait environ 3200 hectares. Aucun des producteurs, il y a plus de 3000 producteurs autour de ce périmètre. Aucun des producteurs n'a plus d'1 hectare. Il varie entre 0,30 et 0,50. Donc c'est de petits producteurs avec de petites superficies. Et pourtant, on nous dit les meilleurs rendements de riz dans le monde, c'est la SAED qui nous le dit, c'est l'ISRA qui nous le dit, c'est JICA qui nous le dit. On le trouve au niveau de ce périmètre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très bonne organisation, soutenue par une organisation paysanne performante. Il arrive à s'approvisionner collectivement et à mettre en marché collectivement. Il arrive à vendre avant de produire. Quel type de subventions et qui doivent en être les bénéficiaires ? Effectivement, il y a une question de transparence dans l'octroi des subventions. Il y a des efforts qui sont faits, mais on a vu aussi qu'il y a certaines subventions qui peuvent être pratiquement vendues même au niveau de la sous-région, par exemple en Gambie et en Guinée. Aujourd'hui, on a mis en place un système de subvention qui favorise la démultiplication des intermédiaires et qui fait que notre agriculture est plus une agriculture de rente. Les gens qui s'enrichissent, c'est les gens qui sont les intermédiaires dans ce système de subvention. On achète des intrants à des fournisseurs et ces fournisseurs s'enrichissent alors que l'agriculteur, lui, ne s'enrichit pas. Mais cette subvention, on peut la régler très facilement par la contractualisation. Par exemple, j'ai un contrat avec la Sonacos pour produire 20 000 tonnes d'arachide. Mais on sait pour produire 20 000 tonnes d'arachide, qu'est-ce qu'il nous faut comme semence, qu'est-ce qu'il nous faut comme engrais. L'État mettrait sa subvention au niveau de la CNCS, qui est la principale banque qui prête de l'argent aux producteurs. La CNCA dira, écoute, pour accéder à mon crédit, je le fais à 12%. Celui qui prend un crédit pour l'arachide paiera 7%, les 5% iront vers la subvention. Et c'est possible de le faire. Les accords de partenariat économique sont-ils une opportunité à saisir ? Mais la meilleure façon de défendre nos intérêts, c'est de développer notre propre agriculture.
et de mettre des produits de qualité pour nos producteurs. C'est une très mauvaise chose. L'Europe s'est protégée pour construire son économie, pour être forte, pour être puissant. C'est au moment où elle est forte qu'elle dit « je m'ouvre, ouvrez-vous ». En termes de perspective, les OGM offrent un avantage, il y a quand même en main. Si on s'engage à utiliser les OGM pour la production végétale, il faudrait qu'on sache que les OGM, quand l'OGM est modifié, on ne peut pas faire de semences avec. Donc on devient dépendant des structures qui font des OGM pour que chaque année, ils puissent nous donner des semences. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui utilise des OGM pour cultiver, il ne peut pas, à partir de cette culture, réserver une semence. Il faudrait chaque année répéter cela. Je crois que c'est là où il y a un danger qu'il faut expliquer aux gens. Produire mieux pour suffisamment nourrir les populations et assurer ses exportations, le Sénégal développe les stratégies pour y arriver. Un public très riche et varié participe à cette émission. Nous lui donnerons la parole tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous avez vu ce document, plusieurs questions. La subvention, les OGM, notre agriculture qui serait une agriculture de rente, le foncier. Votre commentaire sur ce dossier? Oui, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont eu à prendre la parole en vue de donner leur point de vue. Je pense que les progrès de la connaissance dépendent de la pluralité des opinions sur des sujets complexes. Or, l'agriculture nous sert des sujets qui sont très complexes. Commençons par la subvention. Pour le gouvernement du Sénégal, on ne peut pas construire une agriculture forte sans subventionner les acteurs ruraux. C'est pourquoi le gouvernement subventionne les semences à hauteur de 41%, l'engrais entre 50 et 55%, le matériel de culture attelé, les houes, etc., on est à 70%, le matériel de culture motorisé à 60%. On a lancé aussi un programme de reconstruction du capital semencier, etc., etc. Et tout cela d'un montant de... c'est variable. Pour 2016, si vous par prenez exemple. le matériel de culture attelé, Oui. c'est à peu près 5 milliards par an. La reconstruction du capital semencier, on est aussi à 5 milliards par an. Disons que la subvention des facteurs de production coûte environ 40 milliards par an au gouvernement du Sénégal. Donc la question de la subvention est fondamentale. Il faut subventionner, mais il faut bien subventionner. Je pense que certains ont eu à l'évoquer ici. Bien subventionner, ça veut dire que l'argent de l'agriculture doit aller aux agriculteurs. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Dans chaque localité, nous avons mis en place un comité de réception et de distribution des intrants. Comité comprenant l'administration territoriale, la direction régionale du développement rural, les organisations professionnelles et interprofessionnelles, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, les élus locaux et tout acteur capable d'apporter une contribution. Donc, nous sommes dans une dynamique de transparence. Mais malgré ce verrouillage, il y a toujours des rentiers. Certains l'ont dit dans le dossier. Oui. Avez-vous la certitude que l'argent de la subvention va effectivement aux paysans? L'essentiel de l'argent de la subvention va aux paysans. Très bien. On ne va pas monopoliser la parole. Je la donne à mes confrères d'abord. Issa Touré de la RTS et Pape Ousmane Ngom de l'APS. Oui. Pape, oui, ou Issa. Allez-y. Vous n'avez pas de micro? Ah ben, où est le micro baladeur là? Il était là tout à l'heure. Voilà, Kamou. Bonsoir, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Vous me voyez heureux, bien sûr, de participer à cette émission-là, les affaires de la cité, et faire partie de ceux-là qui vont juger un peu vous deux qui êtes sur le plateau.
Alors, c'est vrai que beaucoup de choses sont en train d'être faites depuis 2013, depuis que le ministre dirige un peu ce département-là. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il a rappelé un peu les subventions, il a rappelé un peu les efforts qui sont faits pour un peu la maîtrise de l'eau. Mais en fait, est-ce que pour que tout cela prospère, pour qu'on ait également un nouveau visage de l'agriculture sénégalaise, est-ce qu'il ne s'agit pas effectivement de faire changer également les mentalités et les comportements, non seulement des acteurs, mais également des dirigeants des acteurs. Parce qu'en fait, il se passe que le rural, de temps en temps, se dit que mais ce qu'on fait à Dakar, ce que les fonctionnaires et autres dirigeants de leurs différentes structures font, viennent à eux pour exécution. En fait, eux, c'est des exécutants, les gens décident. Donc, ils ne se sentent pas tellement concernés. Est-ce qu'il ne s'agira pas d'œuvrer également au changement des mentalités pour qu'en fait que tous ces efforts-là aboutissent et que l'agriculture sénégalaise enfin ait un nouveau visage et une nouvelle dynamique. Voilà, merci. Merci, oui. Le micro, vous pouvez le faire circuler. Il y a d'autres acteurs qui sont là, qui vont aussi prendre la parole. Les organisations paysannes, IPAR avec Cheikh Marba. Oui, Issa Touré aussi de la RTS. Voilà. Oui. Merci Mamadou Ibrekan. Je m'appelle Issa Touré, je suis journaliste à la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Également animateur de l'émission Djaoudi qui passe tous les 15 jours sur la RTS. Je suis également président du réseau des journalistes spécialisés dans ces questions agricoles, pastorales et halieutiques. Une nouvelle structure qui est née depuis le 6 février et nous comptons travailler avec tous ces partenaires-là. Nous avons eu un avant-goût au Salon international de l'agriculture avec notre collègue Amidou Diop qui a animé le journal du SIA. Donc c'est des confrères qui sont au niveau du Sénégal qui participent à ce réseau. Je voulais intervenir par rapport à cette émission. Merci Mamadou Ibrekan avant tout pour nous inviter à participer à cette émission. Je voulais intervenir par rapport à la culture du riz, l'autosuffisance. Je dis que l'autosuffisance est possible si nous prenons garde pour dire également que l'agriculture ça bouge pour ne pas tomber dans le schéma de Emmanuel Macron pour dire que ça marche. Ça marche, certainement ça marche, mais il y a certains petits agriculteurs au niveau du monde rural qui ne sentent pas encore le vent pousser. L'autre question que je voulais aborder, c'est par rapport à l'horticulture. L'horticulture qui est un pourvoyeur de devises et qui marche très fort dans les Niayes, mais qui est confronté un peu à la spéculation foncière. Tous les grandes fermes, les grands bergers sont en train d'être hypothéqués par les promoteurs immobiliers pour faire des constructions, des habitations. Et ça freine un peu le développement de l'horticulture. On sait qu'au salon, vous l'avez participé, on l'a vu, le développement de l'horticulture est très bien ancré au niveau du salon. Si l'on juge les différentes variétés qu'on a vu à exposer au niveau du salon. L'autre volet, c'est la subvention des semences. Selon les dernières statistiques, selon les observateurs, la moitié des subventions reste à ces gros producteurs, gros agriculteurs, alors qu'au détriment du monde rural. Certains se plaignent de ne pas avoir de subventions carrément pour pouvoir au moins développer considérablement l'agriculture pendant l'hivernage. Merci. Merci Issa. Bon, le ministre va répondre aux questions des confrères. Oui. Bon, d'abord, le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Il aurait été intéressant de dire qui doit changer de mentalité. De mon point de vue, Moi, je dirais le fonctionnaire dans son bureau à Dakar ou à Saint-Louis qui ne se préoccupe pas du paysan. Même les journalistes doivent aussi changer N'est-ce pas? de mentalité. Bien répondu. Parce que, pourquoi je le dis? Quand on entend certaines personnes intervenir dans le secteur agricole sénégalais, on a l'impression que nous sommes dans une économie rurale qui est administrée. À la limite, avec des solcos, des colcos, où l'État a des champs, le ministre en a, le président en a, ensuite on encadre les fermes d'État et on se dit, est-ce qu'on va avoir tel niveau de production ou pas? Non. Le premier changement de mentalité, c'est de dire, on n'est pas dans une agriculture administrée.
on est dans une agriculture qui est libéralisée, qui est co-gérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un impact qu'on a dans le secteur agricole est la résultante des contributions des différents acteurs, dont l'État. On a l'impression que l'État, à lui seul, peut atteindre l'autosuffisance, peut développer l'horticulture, etc., etc. Non. Le rôle de l'État, c'est d'assainir l'environnement de la production et de la commercialisation. Donc nous devons collectivement changer de mentalité et nous dire il faut tenir compte du mode de production qui est en vigueur dans ce pays. Ça, si on le comprend, on saura que les questions concernant l'autosuffisance, le ministre peut répondre au nom du gouvernement, mais les acteurs aussi ont à répondre. Parce que ce sont les acteurs qui cultivent, ce sont les acteurs qui commercialisent. Nous, notre rôle, c'est de mettre à la disposition des acteurs des innovations technologiques, de veiller à ce qu'il y ait des semences de qualité, de subventionner, etc., etc., etc. Donc, le premier changement de mentalité, c'est de dire un résultat en agriculture provient de l'ensemble des acteurs. Il faut d'abord qu'on le comprenne, pour éviter qu'un des acteurs, qui est l'État, soit au banc des accusés, ou qu'on mette les producteurs au banc des accusés. C'est la première rupture qu'il faut faire dans ce pays si nous voulons véritablement avancer. Maintenant, en ce qui concerne la subvention des semences, on dit l'essentiel va aux gros producteurs. Non, je regrette. 70% des semences vont au niveau des commissions. 30% au niveau des gros producteurs. Donc on ne peut pas dire que ce sont les gros producteurs qui captent l'ensemble des semences que nous avons. Ensuite, quand on dit la culture du riz, est-ce que vraiment il y a des efforts, mais est-ce que l'État, vraiment, M. Kane, la culture du riz, le riz, c'est un enjeu planétaire. On va en parler tout à l'heure. Je vous propose peut-être d'aller directement sur l'horticulture et le prochain sujet, ce sera le riz, justement. Mais l'horticulture, le Sénégal a fait des avancées remarquables. Je viens d'une tournée, il y a 2 jours. J'étais à Potou, j'étais à Bayar, j'ai parcouru toute la zone des Niayes. On s'attend cette année à avoir 125 000 tonnes de production d'oignons, donc de dépasser véritablement nos besoins. En matière d'exportation, nous sommes à peu près à 91 000 tonnes. Monsieur Kane, c'est beaucoup. Parce qu'entre 1960 et 2000, la moyenne tournait autour de 6 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 91 000 tonnes. Mais il y a beaucoup de pertes. Les pertes, de manière générale, c'est entre 25 et 40%. C'est déjà beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 100%. S'il y a une concentration de la production dans le temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'ISRA met au point des variétés hâtives et des variétés tardives en vue d'un étalement de la production dans l'espace et dans le temps. Donc, pour l'exportation, ce n'est pas là où il faut véritablement situer les pertes. C'est au niveau des produits de grande consommation tels que l'oignon, etc. Donc, nous sommes en train de faire des progrès. En ce qui concerne les produits maraîchers destinés à l'exportation. Mieux, on était à un assortiment de 4 produits. Aujourd'hui, nous exportons au moins 16 produits. Et avec le démarrage du PEDIDAS, qui est un projet qui va aménager 20 000 hectares dans 9 communautés de la région de Saint-Louis et de Louga, nous pouvons espérer avoir un volume export additionnel de 100 000 tonnes. Ce qui veut dire que si nous arrivons à obtenir 100 000 tonnes à partir du PEDIDAS, plus les 91 000 tonnes que nous avons actuellement, on sera autour de 191 000 tonnes de fruits et légumes exportés. Or, notre objectif, c'est d'avoir 157 000 tonnes. Donc l'horticulture se porte
à merveille. Oui, mais parlant de fruits et légumes, nous exportons, mais inversement, nous importons beaucoup de fruits et nous importons beaucoup de jus de fruits ou de jus dits de fruits. On ne sait même plus ce qu'on boit aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire pour que le Sénégal soit autosuffisant dans ce domaine? Mamadou, il n'y a pas à travers le monde un pays qui, en matière de fruits et légumes, ne fait que consommer ce qu'il produit. Ça n'existe pas. Oui, mais il y a le minimum. Bon, il y a le minimum, c'est-à-dire il faut assurer au mieux sa consommation pendant les périodes favorables. Mais le commerce international des fruits et légumes obéit à une logique nord-sud. Les Français nous prennent du haricot, les Hollandais nous prennent du haricot, mais aussi nous vendent de l'oignon. C'est un commerce qui marche comme ça en ce qui concerne les fruits et légumes. Parce qu'on peut produire des légumes toute l'année, mais à quel prix? Ou bien les conserver, mais à quel prix? Donc il faut, dans le cas d'espèce, trouver le juste milieu pour que dans le pire des cas, la valeur des exportations compense totalement ou en partie la valeur des exportations, des importations que nous avons. Du moins c'est l'inverse, que la valeur des exportations compense totalement ou en partie la valeur des importations. C'est ce qui est loin d'être le cas, avec une balance commerciale très déficitaire, autour de 1400 milliards de francs CFA. Il y a une dimension évoquée par Issa qui parle de la spéculation foncière qui constitue un handicap pour l'horticulture, surtout en ville. La zone des Niayes, plus précisément. La zone des Niayes, Mouchekan, est une zone unique au Sénégal. On ne peut pas déplacer la zone des Niayes. Et si la zone des Niayes disparaît, les prix vont augmenter et nous aurons une saison maraîchère très courte. Parce que la fraîcheur que nous avons dans cette zone, nous ne l'avons pas dans d'autres zones. Donc il faut absolument tout faire pour préserver la zone des Niayes. Moi, j'ai eu à effectuer plusieurs missions dans la zone des Niayes en vue de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de préserver cette zone des Niayes. Le président de la République lui-même s'est déplacé dans cette zone, a donné des directives pour qu'on arrête les lotissements qui sont en cours ou les lotissements à venir concernant la zone des Niayes. Donc c'est une préoccupation centrale du gouvernement de la République. Et des dispositions sont prises au niveau des services compétents pour arrêter vraiment cette urbanisation galopante au niveau de cette zone stratégique qu'est la zone des Niayes. Très bien. D'autres acteurs sont présents. J'aimerais quand même signaler la présence de députés, de hauts conseillers de la République, de conseils économiques et sociaux, mais aussi un groupe d'étudiants de l'École nationale d'économie appliquée, ENEA. Nous allons suivre le sujet phare, c'est le riz 2017, année du grand rendez-vous. Ne pensez surtout pas à une quelconque élection. Nous sommes plutôt à l'année A de l'autosuffisance en riz promise par le président Macky Sall. Rira-t-on bien, j'allais dire blanc, comme le riz de la vallée, ou rira-t-on jaune? C'est au nord du pays que nous nous rendons d'abord. Reportage Ousseynou Diop avec les images d'Habib Seck. 2017 est l'année butoir pour atteindre l'autosuffisance en riz comme annoncé par le gouvernement. Avec le plan Sénégal émergent, l'agriculture est l'un des principaux moteurs de la croissance économique et un secteur créateur de richesses et d'emplois. Mais le Sénégal atteindra-t-il ses objectifs cette année? Les producteurs donnent leur avis. Je dirais que l'autosuffisance est un devoir et ce n'est pas la tâche du gouvernement. On est tous acteurs. Et chaque pays doit avoir un programme. Maintenant, j'entends souvent les questions, est-ce que ça va être atteint en telle année, en telle année? Pour moi, ce n'est pas ça qu'on doit voir. C'est l'effort qu'on doit mesurer. Pour que le Sénégal atteigne l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, il faut d'abord produire 1 600 000 tonnes de riz paddy. La vallée du fleuve Sénégal doit apporter une contribution de 57%. En 2013, la production était de 322 782 tonnes de paddy
contre 472 000 tonnes en 2016. Nous sommes aujourd'hui à presque 200 tracteurs distribués, 50 moissonneuses-batteuses, 1073 GMP, 37 magasins de stockage, et plus de 36 unités de transformation sont installées par le secteur privé. Et tout ceci nous a conduit à faire des bons successifs de 2014 à maintenant en termes de production. En 2014, nous avons produit plus de 322 000 tonnes. En 2015, plus de 430 000 tonnes. Et cette année, nous avons fait plus de 443 000 tonnes de paddy. Voilà les différents records successifs que nous avons réalisés jusqu'ici. Pour la campagne 2016, beaucoup de facteurs ont freiné la production. On a évalué les pertes à près de 20% de la production. Et 20% de la production, c'est pratiquement 100 000 tonnes. Et 100 000 tonnes, quand tu l'évalues, tu es à 12 milliards 500. Alors qu'on a un budget pour assurer la protection des cultures, la lutte anti-aviaire. Malgré les contraintes, les experts sénégalais, vu les bons rendements de 2016, la qualité de la transformation, l'augmentation des capacités de stockage et l'allègement de la facture énergétique, pensent qu'il était possible que le Sénégal atteigne les objectifs visés. Ce qui fait que les producteurs aujourd'hui préfèrent aller en masse en contre-saison et reculent en hivernage. Le recul n'est pas gratuit, le recul n'est pas sans fondement. Parce qu'il y a des aliments climatiques, il y a un certain nombre d'aléas, tels que les pucerons, les rats, les inondations. Mais aujourd'hui, nous avons pris tout ça en compte avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour que cette année connaisse une année exceptionnelle en termes de mise en valeur pour les véranges prochains. La production d'1 600 000 tonnes de paddy sera-t-elle atteinte? Il est difficile de répondre à cette question. Du côté du gouvernement, on croit toujours à cette mission difficile, mais pas impossible. Qui parle de riz parle aussi du sud du pays. Nous y allons et c'est la verte Casamance qui nous accueille dans cette autre vallée propice à la riziculture. L'objectif d'autosuffisance est jugé atteignable, non sans beaucoup de réserves, d'avertissements et de revendications des producteurs. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. La volonté politique du chef de l'État Macky Sall consistant à avoir un Sénégal autosuffisant en riz dans 2 ans est une volonté réaliste si l'on en croit les riziculteurs. L'autosuffisance est atteinte quand réellement les populations arrivent à satisfaire leurs 12 mois de consommation avec leur production. Nous sommes dans une agriculture pluviale avec ses conditions. Et surtout une riziculture qui a une spécificité avec des toposéquences différentes. En tout cas, pour ce qui concerne les acteurs des zones pluviales où nous nous sommes engagés à transformer ce rêve en une réalité. Mais quelques contraintes plombent cette noble ambition présidentielle. Malgré les efforts qui sont fournis ici, la demande en aménagement des vallées est énorme. On est tous demandeurs dans nos villages d'aménagement. L'État doit vraiment miser sur la production du riz naturel qui est le riz paysan. C'est vrai, le riz amélioré a des rendements, mais il n'y a pas de durabilité. L'État doit travailler dans un esprit de durabilité en prenant en compte l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, avec l'agriculture conventionnelle, on est en train de vivre avec la perte de beaucoup de terres et même avec la disparition de nos semences qui nous amène vers l'autonomie semencière. L'autre élément, c'est l'équipement agricole. L'équipement agricole fait défaut. Ici, en Casamance, là où je maîtrise, nous avons toujours dit que si on doit motoriser l'agriculture ici, comme nous allons aller dans les vallées, nous aurons besoin de tracteurs à 4 roues motrices. Parce que si ce n'est pas 4 roues motrices, toutefois qu'on enregistre 3 pluies utiles successivement, le tracteur qui rentre dans la vallée, il va s'embourber et il risque de sortir en fin d'hivernage. Ce n'est pas l'avis du coordinateur du programme Pôle de développement de la Casamance, le PPDC. La fonction d'un tracteur, c'est de faire un certain nombre de travail
il va falloir regarder. Il y a des endroits où on n'a pas besoin d'avoir une 4x4. On a juste besoin d'avoir une 2x4. Les engins que nous avons mis à la disposition des agriculteurs répondent à un certain nombre de caractéristiques, donc à un besoin. Ça n'a pas de sens d'utiliser un tracteur 4x4 là où une 2x4 peut travailler correctement. Un appel s'impose quand même. Je fais appel à l'État de mettre l'accent vraiment sur la semence locale, sur la pratique de l'agroécologie. Parce que c'est cette pratique qui peut nous faire vivre dans la durabilité et qui va nous permettre de conserver nos ressources naturelles que nous avons au niveau du pays. Une chose est sûre, même si en 2016 elle est insignifiante, l'autosuffisance en riz local est une réalité dans bien des familles de la basse Casamance. Monsieur le ministre, des sujets intéressants, mais il m'a été donné de lire quelque part que le Sénégal dépend à plus de 73% de l'étranger pour le riz qu'il consomme. Sur 1 100 000 tonnes de riz consommées chaque année, près de 300 000 tonnes de riz blanc sont produites localement. Importation de riz du Sénégal, 800 000 tonnes en 2015, 900 000 tonnes en 2016, source ministère du Commerce du Sénégal. C'est quoi les bons chiffres, monsieur le ministre? Je crois avoir compris ce qui n'est pas dit dans votre question. En réalité, vous êtes en train de me demander si, avec tout ce qui a été produit, mis en rapport avec les importations, est-ce que véritablement nous avons une bonne photographie de la situation? En réalité, c'est ce que j'ai compris concernant votre question. Oui. C'est bien ça. Et on a produit combien de tonnes en 2016? Voilà. Je vais vous dire. Moi, j'ai consulté beaucoup de bases de données au niveau international. En considérant la période 2013-2016. Et je voulais répondre à une question. Quelle est la relation entre production et importation risicole en Afrique? Mes analyses m'ont permis de mettre en relief 3 blocs. Le premier bloc, la production augmente, les importations augmentent. C'est la quasi-totalité des cas qu'on constate en Afrique. Le deuxième bloc que nous avons, la production diminue, les importations diminuent. Ce qui semble être un paradoxe. C'est par exemple le cas du Nigeria, où nous avons une production qui a diminué de 1% sur la période 2013-2016 et les importations ont diminué de 12% sur la même période. Ensuite, on a un troisième bloc. Dans ce troisième bloc, la production augmente, les importations diminuent, mais la hausse de la production est moins significative que la diminution des importations. C'est le cas du Sénégal, où on a une croissance de 35% durant cette période, sur la base des éléments que je tire de sources internationales, et ensuite, nous avons des importations qui diminuent de 6%. Ça veut dire quoi? On fait une erreur si on estime que l'augmentation de la production est une condition nécessaire et suffisante pour faire baisser les importations. Ça, il faut qu'on le comprenne bien. À partir des 3 cas que je viens de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les pays, il faut qu'il y ait des mécanismes de régulation afin que nous puissions mieux protéger la production risicole
afin qu'il y ait une corrélation très forte entre évolution de la production et évolution des importations. Donc, dans un pays, on peut avoir une production qui augmente sans que statistiquement que ça apparaisse de façon claire, nette et précise une diminution des importations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on considère. Nous avons produit combien de tonnes de riz en 2016? On a produit 950 719 tonnes. Mais il ne faut pas, parce que j'ai suivi même d'éminents universitaires, dire voilà, compte tenu du fait que la production est de temps, que les importations sont de temps, alors on peut douter sur la production. Non. Dans beaucoup de pays, moi, je vous ai parlé aujourd'hui de production qui augmente et d'importation qui augmente. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le même cas. Une production qui a augmenté de 19% et les importations ont augmenté de 13%. Donc, cette correspondance n'est pas directe. Et on peut faire erreur en estimant qu'à chaque fois qu'une production augmente, les importations diminuent. Que répondez-vous à ceux qui contestent vos chiffres? Vous savez, ceux qui contestent les chiffres, généralement, c'est sur deux produits. D'abord sur l'arachide, ensuite sur le riz. Le riz, par ricochet, j'ai répondu. Parce que l'argument de taille servi, c'est si vraiment les chiffres que vous avancez pour la production sont corrects, les importations devaient être à tel niveau. J'ai montré qu'il n'y a pas de correspondance directe entre les deux. Maintenant, pour l'arachide, on nous a dit, et on entend souvent personne dire, la production ne peut pas être 2 millions de tonnes. On dit, il faut qu'on écoute. Pourquoi? Ils disent parce que les huiliers, par exemple l'an passé, n'avaient collecté que 39 558 tonnes. Où est passé le reste de la production? Qu'est-ce que nous répondons? Ces personnes doivent comprendre que la production arachidière sénégalaise comprend plusieurs postes. Nous avons ce que nous appelons l'autoconsommation. L'autoconsommation représente le tiers de la production. Nous avons les pertes post-récolte, que vous aviez évoquées tantôt. Pour l'arachide, on évalue ça à 15% de la production. Vous avez les semences, qu'on évalue à 125 000 tonnes, dont 75 000 tonnes subventionnées par l'État, 50 000 tonnes les réserves personnelles. À cela, il faut ajouter la collecte des huiliers et l'exportation. Il faut considérer tous ces éléments pour pouvoir comprendre la structuration de la filière arachidière. Puisque j'ai appris que vous aimez bien les mathématiques, je vais vous donner une formule. J'ai été un peu mathématicien. Je vais vous donner une formule mathématique à partir des travaux qu'on a fait au niveau du cabinet. La collecte plus exportation est égale à 155x moins 37,5 10 puissance 6 sur 300. Pour le commun des mortels. X étant le niveau de la production. Donc, si quelqu'un me dit la production est de 500 000 tonnes, si j'applique ma formule, je trouve que la collecte des huiliers plus l'exportation ne dépasse pas 200 000 tonnes. Or, nous avons exporté 345 000 tonnes et les huiliers ont pris 39 558. Pour conclure, ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la démonstration par l'absurde. A est faux, non A est vrai. À partir de là, il est possible de battre en brèche
toutes ces estimations que nous entendons à partir de cette simple formule. Il faut que nous comprenions que la filière arachidière, telle qu'elle est aujourd'hui structurée au Sénégal, il est impossible d'inventer des chiffres. Ce n'est pas possible. Vous maintenez vos chiffres. Nous maintenons nos chiffres et je dois même dire que pour beaucoup d'acteurs, dont certains sont dans cette salle, les chiffres du gouvernement sont en deçà de ce que pensent. On donne la parole au public. Je l'ai trop monopolisé. Le micro est... Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maïsou Touré, sortant de l'ENEA, en tant qu'ingénieur des travaux de la planification et gestion des organisations. Et je suis aussi agroéconomiste. En fait, aujourd'hui, je suis honoré d'être présent, vu les deux personnalités qui sont là. D'abord, Mamadou Ibra Kane, vu que les émissions que vous animez sont souvent pertinentes. Et je vous en remercie. Et monsieur le ministre, parce que bon, souvent j'entends son nom, à travers mon oncle, je pense que vous le connaissez bien, monsieur Babacar Diouf, ex-retraité à l'ISRA. Tout à fait, un ami. Voilà. Et bon, en tant qu'intellectuel aussi. Mais il ne faut pas le ménager pour autant. Ah, c'est sûr. En tant qu'intellectuel. C'est la tradition africaine, hein? On ne pose pas de questions difficiles à un oncle. Oui. Merci. Bon, en fait, en tant qu'intellectuel aussi, j'aimerais intervenir un peu. Concernant, c'est vrai que l'autosuffisance en riz, c'est vrai, c'est important. Mais je pense qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus importantes et qu'on, des fois, laisse en rade, telles que la pauvreté des sols. Imaginez, bon, quand on parle de pauvreté, nous dirons qu'au niveau de la vallée, il y a des zones qui sont bien aménagées. Et maintenant, je me dis que les agriculteurs, nos parents, qui sont dans le Sine et le Saloum, dont la pauvreté des sols constitue un réel problème. Quelle solution pour ces paysans-là? Il y a aussi le problème des semences. Je ne dirais pas la qualité puisque je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je dirais qu'il y a une inadéquation entre les semences et la durée de la pluviométrie. Et je pense que aussi c'est des choses à prendre en compte. Et d'ailleurs, la production arachidière de cette année-là en est un témoin. Très bien. Il y a aussi... La dernière question. Bon. Oui. Il y a aussi par le temps. Voilà. Il y a aussi les mauvaises pratiques agricoles telles que les pratiques archaïques. Mais aussi, j'aimerais parler un peu aussi des jeunes. Je pense que la subvention, elle est bonne. Mais aussi, il faut savoir qu'actuellement, on parle d'agrobusiness. Et quand on parle d'agrobusiness, il y a des gens qui ont les compétences, telles que les jeunes étudiants, les sortants, qui peuvent, ou bien qui ont l'engouement et la motivation d'aller faire l'agriculture. Mais en réalité, il n'y a pas de financement. Mais d'ailleurs, quand on parle de financement, on nous dit l'ANPEJ est là. Mais en réalité, quand on parle à l'ANPEJ, il y a déjà les garanties qu'on nous propose, qu'on nous demande. Moi, personnellement, si j'avais ces garanties-là, je n'aurais pas besoin de... L'ANPEJ ne vous satisfait pas? Du tout. Très bien, merci. Cheikh Omar Ba, il part, et puis il y a aussi Alundia, Chersek et d'autres acteurs. Oui, Cheikh Omar Ba. Bonsoir, monsieur le ministre, parce que ça sort le soir. Alors, je voudrais juste revenir sur trois choses. La première, c'est qu'on se focalise trop sur l'autosuffisance en riz. Alors que je pense que, de façon globale, à part la tentative de rupture dans les années 60 avec Mamadou Dia, le président Mamadou Dia, tout le reste, on a continué les habitudes alimentaires qu'on avait effectivement pris de la colonisation, etc. Or, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, diabète par là, etc., je crois que de plus en plus, vous voyez des Sénégalais qui vont vous dire non, je ne veux pas consommer du riz, ou en tout cas, je préfère le riz de la vallée, parce qu'effectivement, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on voit un peu la diversification par rapport à cette question, notamment le mil, le maïs, etc. Je crois qu'on ne consomme pas que du riz. Le deuxième élément que je voudrais dire, je pense qu'il faut reconnaître les efforts de l'État. Maintenant, le temps ne permet pas de développer sur quoi, parce que je pense que l'État a créé un environnement favorable pour que le secteur privé, les autres acteurs, les organisations paysannes, les banques puissent vraiment travailler ensemble
et améliorer. Il y a vraiment des efforts, et quand vous connaissez la vallée et vous y retournez, même en Casamance, vous voyez qu'il y a vraiment il y a des efforts importants qui ont été faits. Par contre, je pense qu'il faut 3 choses pour se concentrer, et je termine là-dessus. La première chose, c'est qu'on a parlé des subventions. Le problème des subventions, c'est une question de ciblage. Je pense qu'on ne peut plus subventionner comme on l'a toujours fait. Parce que subvention, c'est une correction à une distorsion. C'est-à-dire qu'on subventionne les plus pauvres pour qu'ils puissent avoir des moyens, parce que celui qui est riche, il n'a pas besoin de subvention. Donc il faudrait qu'on trouve, et puis si on subventionne quelqu'un, on ne peut pas continuer éternellement à le subventionner. À un moment, il faut qu'il sorte de la pauvreté et qu'on subventionne d'autres, parce que les Sénégalais qui en ont besoin sont nombreux. Deuxième élément sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent, c'est qu'il faut qu'on évite de politiser l'agriculture. L'agriculture est très sérieuse pour qu'on le politise. Je crois qu'il faut qu'on évite ces chiffres, on va atteindre, on ne va pas atteindre l'autosuffisance. Ça, c'est un faux débat à mon avis. Le vrai débat, il y a vraiment, il y a eu un effort, il y a des bons qualitatifs à faire, mais ça ne suffit pas, il y a d'autres choses à faire. Il faut qu'on se concentre sur les bons qualitatifs. Et maintenant qu'on négocie avec les acteurs, parce que c'est une responsabilité collective. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut inviter les acteurs et éviter un peu de se focaliser sur ce débat. Bien sûr, le financement, les jeunes, il y a beaucoup d'autres aspects. Le foncier, j'aurais bien aimé revenir là-dessus. Oui, espérons-le. Vous ne croyez pas à l'autosuffisance en riz en 2017 Je pense qu'on ne pourra pas atteindre 2017 l'autosuffisance en riz tel qu'on le formule. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de, à mon avis, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Soit on l'atteint en essayant, par exemple, toutes les grèves à l'éducation, à l'université, etc. On prend tout l'argent, on met dans l'agriculture et on met dans le riz, on va atteindre. Mais on ne va pas s'y maintenir. Or, je crois qu'on a fait des bons qualitatifs. Partons sur ça, communiquons sur la qualité de ce qu'on a fait et de ce que l'État du Sénégal a réussi à faire en termes de coûts. On va voir ce que le ministre va dire tout à l'heure. Juste derrière vous, et après on va donner la parole à monsieur le ministre. Oui. Voilà, merci. Je pars directement aux questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir. Je m'appelle Modou Diop, secrétaire général de l'INACOA Diapo. Ah oui. J'ai 3 questions à poser. La première, bon, peut-être certes vous l'avez posé, mais je vais le poser d'une autre manière. C'est-à-dire, depuis l'indépendance à nos jours, nous avons constaté que l'État, le privé et les acteurs au développement ont consenti beaucoup de moyens financiers, matériels et humains sur le secteur de l'agriculture. Cependant, les résultats escomptés sont encore mitigés. Dans ce contexte où on parle du plan Sénégal émergent, y a-t-il un plan directeur qui permet de mener des actions à moyen et à court terme et les modalités d'y arriver? Ma deuxième question, vous savez, la réalisation d'une autosuffisance en riz dépend entre autres de la compétitivité de la production. Quelles sont la stratégie du gouvernement pour arriver à cette fin? Et ma troisième question, vous avez l'un des maillons faibles de notre système de production national est lié à un déficit de dispositifs de stockage et d'entreposage. Y a-t-il des investissements, des programmes qui peuvent accompagner un dispositif de programme national d'entreposage et de stockage? Merci. Très bien. Merci, Modou Diop. Bon, on va donner la parole à monsieur le ministre. Beaucoup de questions, mais commençons d'abord par le riz. Même si certains pensent qu'il faut dépasser le riz un peu. Est-ce qu'on va atteindre l'autosuffisance en 2017? Pourquoi cet entêtement, là où la Côte d'Ivoire, pays que nous connaissons très bien, qui a presque les mêmes caractéristiques que le nôtre, y a renoncé? L'autosuffisance était prévue en 2016, finalement ce sera en 2020. Que dit le Sénégal à travers son ministre de l'Agriculture? Monsieur Khan, je suis d'accord avec mon jeune frère Cheikh Oumar quand il dit que nous devons essayer de tout faire pour ne pas politiser cette question. La question du riz est une question très sérieuse. Pourquoi? Il y a 2 options. Soit on dit, on change les modèles de consommation alimentaire au Sénégal. On n'est plus pour le riz. Dans ce cas, il y a problème. Ou bien nous disons, nous devons continuer à manger du riz. On peut faire du mix alimentaire.
Comme un peu le mix énergétique, non? Oui, c'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement. On en parlait tout de suite des céréales locales. Les statistiques nous apprennent qu'au cours des 5 dernières années, la production de mil au Sénégal a augmenté de 24%, la production de maïs a augmenté de 89% et la production de riz de 71%. Donc, nous sommes dans une dynamique de diversification. Nous ne sommes pas pour une option concernant les céréales traditionnelles ou le riz, nous disons qu'il faut tout développer. C'est ça l'option du gouvernement. Maintenant, le riz, les travaux scientifiques ont une conclusion qu'il faut prendre très au sérieux. Les scientifiques disent que l'Asie va être un continent importateur net de riz en 2020. C'est des travaux scientifiques. C'est-à-dire que c'est des connaissances qui sont validées. Ça n'a rien à voir avec un article que je fais dans un journal de vulgarisation. Non, c'est des travaux scientifiques. 2020. Alors, si en 2020, l'Asie est un continent importateur net de riz, or l'Asie alimente le marché international à hauteur de 77%, qu'est-ce qui va se passer? On aura une crise qui sera plus aiguë que la crise de 2008. Pourquoi? Parce que vous aviez prédit? Oui, que j'avais prédit lorsque j'étais directeur général d'Africa Rice. Je confirme aussi que j'avais prédit en 2007 au niveau mondial la crise. Je suis tout à fait d'accord aussi avec les collègues qui aujourd'hui pensent que l'Asie va être un continent importateur net de riz en 2020. Mamoudou, on peut faire un petit calcul. Si les Chinois viennent au niveau du marché international pour prendre 10% de leurs besoins, 10%, ça va représenter 35% des quantités qui sont disponibles au niveau international. Or, pour toute l'Afrique, nous sommes à 32%. Ça veut dire que les Chinois, donc avec les 10%, vont venir pour prendre la part de l'Afrique, les 32%. Et ensuite, ils vont compléter le reste par leur stock de sécurité, qui représente 50% des stocks. On est des Chinois de l'Afrique. Hein. On consomme 75 kg de riz par personne, par an. La Chine, 90 kg, l'Indonésie, 150 kg, Myanmar, 200 kg. Bon, donc il faut éviter alors qu'il y ait des émeutes de la faim en Afrique à cause du riz. Monsieur Khan, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire avait misé 2016 pour avoir son autosuffisance. 2018 pour commencer à exporter. La Gambie voulait être autosuffisante en 2015. Le Rwanda... Comme quoi, il n'a jamais été plus ambitieux que nous. Hein? Oui, il disait 2015. Oui. Le Rwanda, 2015. Le Nigeria, 2018. Mais alors, pourquoi voulons-nous que les Sénégalais disent 2050? Non, vous maintenez 2017. On maintient 2017 et on a de très bonnes raisons de dire qu'on y va en 2017. Et si cela n'arrivait pas, vous allez dire quoi aux Sénégalais? C'est une hypothèse. Si on n'atteint pas l'autosuffisance en riz en 2017. Un objectif en matière de politique est un idéal. Notre idéal, c'est d'avoir l'autosuffisance. Mais dans la vie, il peut y avoir une marge entre l'idéal prôné et le réel atteint. Ce qui est important, c'est d'analyser le gap entre l'idéal et le réel atteint. C'est comme ça qu'on apprécie une politique agricole. Nous disons 2017, pourquoi? Mais écoutez, je suis dans un pays où la production de riz était de 82 000 tonnes.
en 1960. Au moment où le président Macky Sall disait on veut atteindre l'autosuffisance. Oui, proportionnellement à la population. On était combien en 1960? Mais j'arrive, c'était autour de 4 millions, non? Je vais être plus précis. Comme ça. Mais non, j'ai dit 1960. Je peux descendre, remonter et dire 2012. 2012, c'est maintenant. 2012, on était à moins de 405 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 950 000 tonnes, sinon plus. C'est une progression remarquable. Mais de surcroît, toutes les régions sont représentées ici. Monsieur Kane, il n'y a pas aujourd'hui une seule région au Sénégal où on ne produit pas du riz. Mais ça, quand même, c'est important à souligner. Justement, le rapport pluvial irrigué est de combien? Actuellement, les dernières statistiques, le pluvial était à 51%. Parce que nous avons développé la riziculture de plateau, la riziculture de bas-fond, la riziculture de mangrove, avec de nouvelles variétés qu'on n'avait pas. Nerica 1, 4, 5, 6, L et S44. Donc nous avons injecté l'innovation technologique pour changer la physionomie de la riziculture. Mais qui inquiète une dame qui a parlé tout à l'heure dans un des sujets, qui a dit il nous faut cultiver du riz naturel, donc selon son expression, et éviter le riz amélioré. Écoutez, d'abord... Autrement dit, est-ce que les OGM, aujourd'hui, c'est une pratique courante dans notre agriculture pour augmenter nos... Non, il n'y a pas d'OGM dans notre agriculture. La dame peut-être parle d'un autre pays. Ici, il n'y a pas d'OGM cultivé. Il n'y en a pas. On parle de variétés améliorées. Ouais, elle a dit riz amélioré. On peut les appeler variétés à haut rendement. Oui. C'est des variétés conventionnelles que nous mettons en place. Ça n'a rien à voir avec les OGM. Si vous permettez, je conclue, pour dire aussi que en matière de double culture, on a débuté à 10, on est à 57,2%. Mais si dans un pays, on arrive à cultiver le riz partout, on a démystifié la culture du riz au Sénégal. Et de surcroît, on étale au mieux la production. Et cette production augmente. Je ne pense pas que ce gouvernement soit le dernier de la classe en matière de production de riz. Au contraire, des progrès importants ont été faits. Mais encore une fois de plus, M. Kane, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Oui, en disant quoi peut-être à nos bonnes dames d'utiliser notre riz. En disant quoi à nos bonnes dames? Je viens sur la réaction de, je crois que c'est Lina quoi, qui parle de compétitivité. Mais de quelle compétitivité parlons-nous? Est-ce qu'on parle de la qualité organoleptique? Goût, couleur, forme, etc. Est-ce qu'on parle de la qualité sanitaire et phytosanitaire? Est-ce qu'on parle de la qualité totale? Je vais être plus précis. Le riz importé est de mauvaise qualité. En comparaison... Mais quel riz? Comment? Le riz parfumé, là, il est de mauvaise qualité? Le riz... Parce qu'il y a plusieurs variétés de riz. Non, il y a plusieurs gammes. Qu'il s'agisse du... On consomme principalement du riz brisé. Ce riz qu'on amène ici au Sénégal a 3-4 ans d'âge, entretenu avec des produits chimiques. La qualité sanitaire et phytosanitaire est très mauvaise. Or, on ne trouve pas du riz de la vallée ou de la Casamance qui a plus d'1 an. wax ko ci wolof am na solo. Après, tu vas le dire en pulaar. Oui. Je m'en charge, mais c'est important de le dire dans. lu am solo mooy. ceeb bi di jóge bitim réew mën na am ñett ba ñeenti at. lii ñu tuddee produit chimique maanaam produit yi nga xam ni baykat yi dinañ ko utiliser sax ci bari seen tool moom lañ ciy sotti
pour mu bañ a yàqu loolu baaxul ci wérgu yaram ceeb bii lak jógee ci vallée wala ci Casamance sottiwuñ ci produit te doo ci gis boo xam ni ëpp na benn at kon du fekkee ni qualité rek la luy defar wérgu yaram ci sunu ceeb bii la nekk nekkul ci ceeb bi di jóge bitim réew. mbaa yomb naa togg. man nag ci sama bopp sax man damay togg. waaw parce que xam nga bu ñu nekkee gëstukat dañu amoon ay marmite yoo xam ne dañ daan togg pour seet dem ceeb bi baax na walla baaxul ceeb bii duñ la wonee doo ko toggee ni nga ko war a toggee amul lu ko gën a neex dama toog ba kenn ni ma waa seen ceeb bi ceebu mbay may waxtaan benn bés ak EG brillant agronome mun ma mais monsieur le ministre pourquoi gars yi di wax ay ceebu mbay man ko loolu de war nañ ko dindi ndax ceeb yëpp ceebu mbay la mu laat ni ma ah kon nu ñuy def man ko ceeb bi daal neex na neex boo xam ni gisuma ci beneen tur bu dul mos dolli. Très bien. Oui, maintenant pour revenir au français, d'autres questions, notamment de l'UNACOIS, mais aussi du jeune étudiant à l'ENEA, très rapidement. Bon, bon, enfin, on est au français. Oui. Il avait parlé de semences, en disant, est-ce que les semences sont adaptées ou autres? Bon, je vais demander au DG de l'ISRA de l'inviter et de lui montrer ce que nous appelons les cartes variétales. Les cartes variétales, on essaie de trouver la correspondance entre les conditions agroécologiques et les capacités de développement du produit considéré. Donc, on ne fait pas du 73 partout, on ne fait pas du 55 partout, on ne fait pas du 28 partout. C'est ce qu'on appelle la carte variétale. Et en fonction des écosystèmes, on peut vous dire, allez-y pour la 113 ou allez-y pour telle autre variété. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, il n'est pas juste, en ce qui concerne l'hivernage passé, qu'on essaie de nous faire comprendre que rien n'a marché. Ce n'est pas juste. Il y a eu au moins 4 dates de semis. 4. Les trois premières dates de semis, on est dans l'intervalle bonne production, très bonne production. Ça représente 85%. La dernière vague de semis ne représente que 15%. C'est cette vague de semis qui a été affectée par l'arrêt précoce des pluies. Si aujourd'hui, nous sommes à un niveau de collecte de plus de 417 000 tonnes, ça prouve bien qu'il y a de l'arachide. Ça, il faut vraiment qu'on soit précis sur cette question. Maintenant, il a parlé aussi d'agro-business. Bon, le gouvernement n'est pas contre l'agro-business, mais nous estimons qu'il ne doit pas y avoir dans notre pays un marché foncier rural qui aurait signifié l'accaparement des terres par d'autres. Nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant entre collectivités et agro-business. Donc nous voyons le développement de l'agriculture combinant des exploitations familiales très fortes avec l'agro-business. Mais il faut que l'agro-business développe des interactions très fortes avec les exploitations familiales. Ça veut dire quoi? Vous donnez la faveur, la priorité aux exploitations familiales, oui, en ce qui concerne la réforme foncière? Non, on donne la priorité aux exploitations familiales, mais on marque une grande ouverture en ce qui concerne l'agro-business. Mais nous ne sommes pas pour que l'agro-business vienne pour acheter des terres. Nous sommes pour que l'agro-business développe des relations très fortes avec les exploitations familiales et que l'agro-business contribue à l'amélioration de la vie rurale dans le terroir considéré. Les ruraux auront-ils droit à une gratuité
en ce qui concerne les titres fonciers? Vous savez, étant ministre de la République... Conformément à la décision prise récemment pour les titres précaires, oui, mais vous savez, il y a une commission chargée de la réforme foncière qui est présidée par le professeur Souran. La commission n'a pas encore déposé ses conclusions en vue de leur adoption par le président de la République. Donc, il serait prématuré aujourd'hui que je donne un point de vue sur cette question. Ben, vous êtes un défenseur des ruraux, non? C'est parce que je suis un défenseur des ruraux que je ne veux pas anticiper sur une réponse qui parlait à l'encontre de celui qui a la légitimité de définir la politique, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une décision de gratuité pour les ruraux ne vous déplairait pas? Tout dépendra de la position prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Décidément. Décidément, Monsieur le ministre ne veut pas dire sa position. Ben, les ruraux apprécieront. Mais il y a le jeune étudiant quand même qui vous a interpellé sur le financement. Il aimerait bien aller cultiver son champ, mais il trouve que le financement pose problème. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on a un très bon projet, avec un bon accompagnement, on peut trouver un financement conséquent. Est-ce qu'il a déjà un projet bien ficelé? Est-ce que dans ce projet, il y a une analyse de risque? Est-ce que Ce que je peux faire, moi, c'est de lui dire, venez nous voir au ministère, nous avons des experts, nous pourrons étudier son projet et l'améliorer pour qu'il soit suffisamment outillé pour pouvoir effectivement s'adresser à des guichets de financement. Jeunes, allez voir le ministre de l'Agriculture. Et la presse est là pour surveiller tout ça. Mais on en profite. La part d'emplois créés dans le domaine de l'agriculture, on sait que le président a promis 500 000 emplois pour son septennat. Quelle est la part de l'agriculture? Là aussi, c'est toujours dans ce qu'on appelle les changements de mentalité. Un gouvernement ne peut pas créer 500 000 emplois. Ce que le président de la République a dit consiste à comprendre qu'il va créer les conditions pour que 500 000 emplois émergent dans ce pays. Ah, il avait dit, je vais créer 500 000 emplois. Oui, c'est-à-dire... C'était ça, hein? La déclaration, là. Elle était très claire. Hein? Le président, là, sait très bien, et Mohamedou aussi, quand tu sais très bien que l'État, même l'État français, ne peut pas créer 500 000 emplois. Le président dit, je vais créer les conditions. Oui, mais il peut être tenu pour responsable du chômage. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Mais la part de l'agriculture, monsieur le ministre. Bon, à mon avis, l'essentiel des 500 000 emplois doit provenir du secteur agricole. Pourquoi je le dis? J'ai lu, il y a de cela 2 jours, une très bonne étude qui a été faite concernant la création d'emplois en Afrique. Cette étude disait que si on a $1 million investis dans le secteur agricole, en Afrique de manière générale, on peut avoir au moins 22,3 emplois. Par contre, si on prend $1 million qu'on investit dans le secteur financier, on tourne autour de 7,4 emplois. Ça veut dire que l'agriculture peut créer 3 fois plus d'emplois que les autres secteurs. Mais Mohamedou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on crée le cadre pour que les gens puissent créer ces emplois. Tout ce qu'on dit à propos des subventions et tout cela, ça va dans ce sens. Mais pour être plus précis, moi, je viens de la zone des Niayes. Je pense qu'il y a dans l'assistance l'association des unions maraîchères des Niayes, AUNEM. Rien que la UNEM a créé cette année 24 000 emplois. Ils sont dans la salle. Vous prenez l'ANIDA, on est
à 16 000 emplois. Vous prenez les SIPA qu'on développe dans le Matam et dans le Canel, nous sommes autour de 5 000 emplois. Si on fait cet exercice sur l'étendue du territoire national, je suis convaincu que l'agriculture a créé des centaines de milliers d'emplois dans ce pays. Mais cet exercice est à faire. On fera le compte. Mais on va regarder le dernier sujet parce que le temps est presque terminé. À côté du riz, il y a l'arachide. Selon les statistiques officielles, vous l'avez dit, la production en 2016 s'élève à 1 050 000 tonnes contre une production légèrement plus forte en 2015. Au-delà des chiffres, Monsieur le ministre, les producteurs expriment des préoccupations relatives à la qualité des semences et à la distribution du matériel agricole. Reportage dans le bassin arachidier, Ibrahima Diamé, Amadouba. La présente campagne agricole tire à sa fin. Les paysans ont commercialisé l'essentiel de leur production. La prochaine saison se profile à l'horizon. Ils s'y préparent, mais certains sont dubitatifs quant à la disponibilité de semences de bonne qualité avec le déficit pluviométrique. Pour cette année, concernant la densité des graines, la densité n'est pas bonne. Vous savez, quand on prend une densité des graines qui vous donne 180 grammes le litre, c'est pas bon. Pour avoir de bonnes graines, de bonnes semences, il faut juste avoir 280 à 300 grammes le litre, ce qui n'est pas le cas pour cette année. Donc, nous savons que ça pose problème. Ça pose problème cette année. Nous risquons vraiment à une pénurie de semences parce que les semences ne sont pas de bonne qualité. Du côté de la Direction régionale du développement rural, on relativise. Toutes les mesures sont prises pour la disponibilité de semences de bonne qualité selon le DRDR. C'est un peu relatif quand on parle de mauvaise qualité des graines. On a observé sur le terrain, c'est qu'avec l'arrêt un peu précoce des pluies, n'a affecté qu'une partie de la 3e vague et de la 4e vague de semis. Donc toute la première vague de semis et une partie de la 3e vague de semis, où on a trouvé la majorité de la superficie emblavée, n'a pas été affecté par cet arrêt précoce des pluies. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas peur pour les semences à emblaver, parce que l'État a un objectif de 55 000 tonnes de semences certifiées à collecter et 20 000 tonnes de semences écrémées, dont les 10 000 sont destinées à la partie sud du pays. Actuellement, au niveau de toutes les régions, en particulier au niveau de la région de Kaolack, nous nous affairons autour de l'analyse des semences certifiées pour sortir les bulletins. La collecte des semences est le plus souvent le fait des opérateurs semenciers bénéficiaires d'agréments et à en croire le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs, la collecte et le stockage des semences a démarré depuis longtemps. Oui, on a commencé à collecter les semences parce que l'État a prévu 75 000 tonnes pour ce qui est des semences, dont 55 000 tonnes de certifiés et 20 000 tonnes écrémées. Et les opérateurs semenciers ont déjà commencé à collecter. À côté des semences, le matériel agricole constitue un autre maillon essentiel dans la pratique agricole et suivant la direction régionale de l'agriculture, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour mettre cet intrant à la disposition des paysans. Pour la prochaine campagne, l'État a mis en place environ, comme on peut le dire, 1670 unités tractées pour les producteurs. Ces unités ont été réparties au niveau régional pour chaque département et dans peu de temps, les départements vont procéder à la sélection des bénéficiaires pour les affecter le matériel en vue que ces derniers puissent les enlever pour une bonne préparation de la campagne. Seulement, le président de la Fédération nationale des paysans du bassin arachidier indique que l'année dernière, il n'a pu comprendre la méthode utilisée pour la distribution du matériel agricole. Bon, concernant le matériel agricole, moi je dirais non. Parce que le matériel agricole, moi qui vous parle, de Kaolack à Nioro, je n'ai pas vu un seul producteur qui m'a montré un matériel agricole venant de l'État. Donc, il faut revoir la situation du matériel agricole. En ce qui concerne la campagne de commercialisation arachidière, par contre, le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier a beaucoup apprécié le déroulement parce que selon lui, les paysans ont pu vendre à des prix beaucoup plus intéressants que celui même fixé officiellement.
Très bien. On va prendre 2 à 3 questions au niveau du public. Oui, vous avez le micro déjà. Allez-y, mais une question par personne. Comme ça, on termine. Oui. Une question. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu. Man nag su ma sañoon comme man maay président wu fédération des opérateurs ñi nga xam ni ñooy jënd gerte ci Sénégal. waaw man maay leen jilif bokk ci it opérateurs yi nga xam ni la majeure partie semence yi ñoo koy def. ma indi contribution d'abord. Donc c'est important. mu gàtt rek. day gàtt parce que dafa jeex. waaw day gàtt dama dégg léegi ci biir wax ji ñu wax ni dafa am ñoo xam ni ñooy intermédiaires yi dañuy capter li jëm ci producteurs yi lu ma bëgg a leeral foofu mooy opérateur ab service lay def ñu fay ko service bi muy def loolu mooy opérateur. Je m'explique tey bu ma dee def commercialisation mun naa woon tàmbalee fu sori depuis l'UNCAS depuis vers 80 nga xam ne opérateur yi ci lañ dugg ak la tax ñu dugg ak loolu lépp mun naa ko évoquer mais loolu lépp dafay gudd. tey su ma dee jënd gerte ci biir Sénégal xam nga depuis bu ñu defee système caro usine état comme ni ko monsieur le ministre waxee day organiser rek ñëpp jaar ci yoon bi mooy dañuy baykat bu mu neex wala organisation paysan bu mu neex jëlal sa gerte nga yóbbu ko ci usine ba mais par contre comme ñëpp mënuñu loolu opérateurs yi dañ leen di agréer ñu nekk ci point de collecte yi képp koo xam ni mënoo yóbbu sa gerte nga jaay foofa. bon impayé dellu si waatul. non bon impayé dellu si waatul. am na ñu ko wax de nee nañu ñëwaat na. ki xam nga bon impayé lu mu doon. mooy koo xam ni dafa jël gerte ci baykat bi yóbbu ko ca usine ba jaay ko usine bu fay ko mu lekk xaalis bi. loolu nag ak li ma dégg c'est pas la même chose. li ma dégg ab coopérative ku yor benn coopérative wax ko mooy baykat dañ ko indil gerte mu stocké ko fayagu leen parce que financement am ñëwagul loolu moo fa nekk ca baykat bi amul moom contentieux ca stock bi mi ngi sur place baykat bi mi ngi koy gis donc loolu laa dégg ñu wax mais bon impayé moom ku la ko mën a wax baykat yi tollatuñ foofu. ma leeralaat ci système semence bi que acteurs yi koy def mënuñu capter subvention bi parce que ñun duñu distribuer système bi ni muy demee mooy ay fournisseurs lañu dañuy créer benn commission ci benn commune X ñu indi bu ñu ñëwee ci commission bi ñu indi semence yi jox ko commission bi mooy distribuer kon kooku mënul capter dara li muy def nag mooy dañ koy fay benn service bu mu def loolu nag je pense que yéen ñi toog di liggéey li ñu leen di fay ab service bu ngeen def la kon loolu mooy li nga xam ne si bëggoon naa ko. Très bien, jërëjëf. Bon, on prend rapidement hein, j'aimerais bien que mes 2 confrères quand même reprennent la parole waaw nañu def lu gaaw ah waaw soxna si waaw soxna si fii waaw soxna si nga gàttal rek dama la ko ñaan waaye waaw nag rii suñ koy wax dafa war a gudd waaw ndax ñun maa ngi nuyu monsieur le ministre di la nuyu di la gërëm di kontaan si invitation bi dafa waroon gudd nag ndax ceeb suñu ko wax lu tax ma gudd mooy ñun dañuy xam fu ñu jóge woon démb ak fu ñu ñëw tey soo duggee vallée du fleuve Sénégal daa xam ne tey changement bu bare am na surtout wàllu jigéen ñi tey jigéen boo gis tey mu ngi jore fermam di bay ceeb comme góor yi moo tax problème togg moom réglé nañ ko xam nga togg lu doon indi problème mooy wàllu qualité te ñun wàllu qualité moom tey réglé nañ ko tey soo ñëwee si suñu ceeb suñ ko defoon si beneen saaku boo xam ne kenn tuddul dara soo koy sóor da ngay gëm a bër sax sóor ndax dañu régler problème qualité ndax tey lu tax ñu régler problème qualité tey entier bi tey boo nga xam ne moo indi problème ñuy wax ne entier bi moo fa des si wàlle ba suñu doon togg tey di consommer entier bi autosuffisant en riz dafay mot sëkk ñun dañu ne ñun autosuffisant en riz 2017 ñun tiituñu ko de ndax fu ñu jóge woon lañu suñu gestoo rek dañuy wax fu ñu toll tey atteindre nañ suñu objectif ndax sooy wut 100 nga am 75 nga am 95%. kon loo doon wut am nga ko tegu nga si yoon bi fexe nañu tey ba Sénégal bu nekk xam ne ceebu Sénégal nan la mel. fexe nañu tey ba créer emploi bi monsieur le ministre wax ceeb bi moo ko créé ndax tey soo xoolee ñuy wax muy wax 5000 emplois ñu ngi si presque 15000 emplois yoo xam ne loolu direct la ak indirect fekk ñu très bien beneen problème bu ñu réglé si wàllu ceeb bi fexe nañu tey demande ceeb tey xëy na mun a wax demande ceeb ñaata la ndax tey képp ku nekk si Sénégal
sa biir nag lu ma waxoon keroog France rek dama ne sa biir doo ko dénkaane beneen réew yow yaay feesal sa biir Sénégal yi foog ñun ñëpp ñu d'accord ni ñoo war a feesal suñu biir waaye chiffre bu am solo 175 milliards le Sénégal di dépenser ci importer ceeb at bu nekk loolu bari na bari na moom moo tax ñu bëgg milliards yi des fii ci Sénégal baax na très bien waaw mais voilà mais on va terminer quand même oui là derrière et puis Issa et vous oui vous allez prendre la parole mais vraiment on va finir hein? Voilà. Bonjour Monsieur le Ministre. Oui. C'est juste pour éclaircir pour éclaircir la répartition du matériel agricole. Oui. Rien que l'année passée, Nioro a reçu 1400 unités concernant le matériel tracté. Lui, il dit qu'il n'a pas vu de matériel tracté. Et ça, c'est réparti par des commissions. La semaine passée, le CDD de Nioro s'est réuni. Et la répartition a été faite pour cette campagne, pour le petit matériel attelé. Issa, juste derrière vous. Issa Touré. Voilà, merci Mamadou Brekan. Je voulais partager votre analyse quand vous disiez au ministre de bien parler sans en Wolof. C'est ça que nous recherchons pour la création de ce jeune réseau. Je ne vais pas faire la part belle à ce nouveau réseau. C'est l'information agricole. Il y a beaucoup de divergences entre des partenaires. Ils ont reçu des matériels, ils n'ont pas reçu de matériel. Où se trouve la bonne information? Voilà, c'est ce qui a poussé le réseau à naître. C'est le réseau des journalistes agricoles, pastoral et halieutiques. C'est un nouveau concept qui vise à donner la bonne information au niveau agricole. Nous avons déposé le courrier au niveau du ministère et nous tentons d'avoir notre partenaire qui est de là. La bonne information agricole, c'est de partager ces informations-là. Où se trouve la vérité? C'est ça qui a poussé les journalistes à se regrouper pour donner la bonne information. L'autre point, vous l'avez dit, sur la qualité du riz. Personne ne savait que le riz importé, je dis que c'est pas très dangereux, mais venant de la bouche du ministre de l'Équipement, nous, à notre niveau, nous pouvons véhiculer cette information et promouvoir le riz local pour permettre à la population de favoriser le riz local au détriment Très bien. Là, on termine, oui. Là, après, on donne la parole à Monsieur le député. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui. Je me présente. Oui. C'est moi, Ousseynou Ndiaye, le président du comité interprofessionnel riz. Oui. Je pense qu'on ne peut pas parler de riz ici sans pour autant qu'on puisse vraiment intervenir. On est bien d'accord, oui. Donc c'est ça. Moi, ce que je commence d'abord par reconnaître les efforts qui ont été faits dans le secteur. Il y a des avancées très importantes qui ont été faites au niveau du programme national autosuffisance riz. Et je dis que pour une première fois, il y a une réelle volonté politique affichée. Aussi bien au niveau de la subvention, au niveau du matériel agricole, au niveau même de la commercialisation du riz. Oui. Et je dis aujourd'hui, si on parle de autosuffisance, je sais qu'il y a des pas qui ont été faits. D'abord, on a aujourd'hui réalisé l'autosuffisance en riz entier. Parce qu'aujourd'hui, on a arrêté les importations sur le riz entier. Ça, c'est important. Et il y a un grand bond qui a été fait sur le plan de Terminé en 30 secondes. Je vous en supplie. La qualité. Je vous en supplie. D'accord, ok. Oui. Donc, je veux dire que pour le programme autosuffisance en riz, on est sur une très bonne voie. Le potentiel est là. Et je sais qu'il y a des efforts importants qui ont été faits. Et nous, jusqu'au 31 décembre 2017, on va travailler pour l'atteinte de l'autosuffisance. Très bien. On donne la parole à Alioune Dia et Chersek. C'est peut-être... Oui, Amina. Oui, là, Amina. Oui. Aminata. Oui. Bonjour, Monsieur le ministre. Elle, c'est une productrice. Elle est sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Je fais de l'agrobusiness depuis 2014. Et moi, j'aurais une question. Parce que nous, les exportateurs, on a un problème. Parce que quand tout à l'heure, vous avez parlé du marché international, et dans le marché international, on nous demande d'avoir des certifications qui sont des exigences. Et ces certifications, le plus souvent, nous demandent, par exemple, à avoir des produits. Je vous donne l'exemple. Il y a un marché, c'est le marché britannique. Ils nous demandent d'avoir la certification Tesco pour exporter en Angleterre. Et c'est le client qui nous impose ces produits-là. Voici les produits que vous devez utiliser. Et le plus souvent, ces produits que nous demandons ne sont pas présents sur le marché sénégalais. Et ce n'est pas homologué au Sénégal. Alors, ça, c'est un énorme problème qu'il faut résoudre. Et aussi, il y a un autre problème. Ces produits
que le client britannique nous exige d'avoir, il n'y a pas de laboratoire au Sénégal pour pouvoir faire des analyses, par exemple, de la mangue. On est obligé de prendre cette mangue, de l'amener jusqu'en Angleterre, dans un laboratoire en Angleterre, et de payer. Aminata, vous produisez quoi et quoi? Je produis de la mangue, oui. la pastèque, le melon et du miel, parce que je suis dans l'agro-business. Très bien. Et on peut être autosuffisant là? Bien sûr, nous, c'est oui. ce qu'on fait. Oui, très bien. C'est dans la région du Sine Saloum. Et ça, c'est un énorme problème pour ceux qui font de l'agro-business et de l'exportation. Très bien. Oui, le temps nous a rattrapés. Merci Aminata. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, Alioune Dia. Bon, on va faire concis. Oui, force paysanne. ñuy kontaan ci daje bi ndax dana leeral lu bari te jortu naa ne li ministre bi jot a wax rek doy da ci loo xam ne am nañ fi lu leer lu baree bari te wax day jógee ci borom waaye ku ko abbu mën nga koo waxee neneen waaye bu jógee ci borom rek dana wér li nga xam ne ñun xam nañ ko daal organisation paysanne yi ñëpp a ngi fii mooy subvention moom bu amutoon mbayum Sénégal toog li tracteur di jar semoir di ko jar ou di ko jar benn baykat bu ko jekku mën koo jënd boole ci jiw ak luy dunde amut kon bu gouvernement bi demee da di ko subventionné option bu baax mu doon kenn nag mënut koo détourné ndax benn ministre bii bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy fukki fan ak juróom yu ne acteurs yëpp daje ci ministère soo duggee ci salle bi 80% yi jógee wuñu Dakar DRDR yeey ñëw opérateurs yeey ñëw organisation paysanne yeey ñëw fekk si ñi fi nekk ñooñu buñ fa jógee foo dem ci commune bu ne am nañu tey comme ni mu ko waxee commission de réception boo xam ne autorité yaa nga fa xale yaa nga ca jigéen yaa nga ca organisation paysanne yaa nga ca loola ku bëgg a weeru rek yaa cay joxe. merci Alioune Dia réalisateur baa ngi bëgg nangu micro bi sax. gerte rek laa bëgg a ñëw waaw joxal mooy dama dégg am ñu ne gerte gi dafa daanu. waaw déedéet boo xoolee daaw am nañ 1.200.000 tonnes. ren jii ñuy wax 997.000 tonnes dama wax ne moom day scientifique maandu. waaye liñ ñor le ren mën na 1 million. am na fu ñu waxee 1.050.000 tonnes aussi. mat na ko chiffres yi nag dafay jaxase suñu bopp quoi. chiffres yi moom waaw bu koy contesté ma jox Cheikh. waaw mooy li nga dégg ci ceeb bi. ñun organisation yi dëggal nañ ko. ndax koo dégg mu di ko weddi rek ba président affiché ay ambition daf ne mënta ne. Cheikh Seck waaw monsieur le député Cheikh Seck jërëjëf Aliou Dia waaye dëggal li mu wax yëpp. monsieur le député Cheikh Seck vraiment 30 secondes rek dañ la ko ñaan 30 secondes. waaw je peux pas Mamadou. Je voudrais simplement féliciter d'abord de ce débat de nous avoir invités, mais en allant directement au but, pour dire que l'autosuffisance alimentaire en riz est atteint. Ah oui. Il est atteint dès l'instant que les Sénégalais, que le président a réussi à mettre dans la tête des Sénégalais et qui se sont approprié l'autosuffisance en riz. Mais également, les résultats qui sont obtenus sur le terrain également démontrent cela. Le ministre a fait des calculs, donné des chiffres sur la base d'un rendement moyen autour de 4 tonnes. Or, nous avons vu, nous, sur le terrain, dans des missions en compagnie avec la SAEP, que les paysans ont donné des pics de rendement allant jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Donc, quelque part, la production qui a été donnée peut être même doublée. S'agissant maintenant des qualités organoleptiques que le ministre a dit, mais ribi, ñent yoon la am moins de sucre. Mo gën qualité du stock bu yag. Et mon collègue Pape Sam Gueye de Locustox m'a dit qu'ils ont rencontré du plomb dans le riz Royal Umbrella. Je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. S'agissant maintenant de l'arachide, je pense qu'il y a un bon également qualitatif. Très bien. Et nous voulons encourager, monsieur le ministre, après l'avoir félicité, et la Sonacos aussi, d'aller complètement vers une collecte de 950 000 tonnes et de remettre ces machines-là en marche pour que les industries de transformation puissent également regagner la place que ces industries occupaient dans le temps. Très bien, merci. Vraiment, monsieur félicitations. Et nous ne sommes pas découragés de leur allouer des ressources et nous allons encore plaider pour que ces ressources-là soient augmentées au niveau du ministère de l'Agriculture et de ses directions. Monsieur le ministre, voilà, vous avez 2 minutes pour conclure, mais j'aimerais bien que vous répondiez sur l'interpellation d'Aminata sur la certification. Non, d'abord, je crois que c'est une question d'information. Nous avons un laboratoire puissant, qui est le laboratoire Ceres Locustos, qui peut faire ce genre d'analyse. Donc nous sommes prêts à rencontrer Aminata et faire les connexions nécessaires pour qu'on puisse trouver une solution. Mais le laboratoire Ceres Locustos est un laboratoire certifié.
l'actuel secrétaire général du ministère de l'Agriculture a même dirigé ce laboratoire. Donc, on va vous mettre en relation. S'il demande d'autres analyses que nous n'avons pas, on trouvera les moyens de pouvoir vous accompagner. La Sonacos, c'est quoi son présent et c'est quoi son avenir? Je vois le président et le DG qui sont là. Ça les intéresse sûrement. La Sonacos nous a valu beaucoup de satisfaction cette année. On ne pensait pas qu'en si peu de temps, on pouvait faire redémarrer cet outil industriel. Les derniers chiffres que nous avons, la Sonacos avait déjà collecté autour de 75 000 tonnes. Or, l'année passée, pour toute la campagne, on était à 7 119 tonnes. C'est dire donc que pratiquement, on a multiplié par 10 la quantité qui a été collectée. Et la Sonacos aussi paye dans les conditions idoines pour que les producteurs puissent agir afin qu'il n'y ait pas de bons impayés. Donc nous estimons que la Sonacos a fait un excellent travail. Pas la peine de la privatiser? La décision de la privatisation a été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais nous avons estimé que la meilleure façon d'opérer pour avoir une bonne privatisation, c'est de montrer quelque chose qui marche. Au lieu de dire, la Sonacos pourrait être, nous préférons montrer une unité qui tourne et sur cette base, on aura une valeur marchande beaucoup plus importante. Elle vaut combien justement, la Sonacos aujourd'hui? Il faut un calcul d'expert. Il faut un calcul d'expert. Éviter de donner un chiffre qui va peut-être être contesté après. Il y a des spécialistes pour faire de telles évaluations. Ils feront à temps ou peu de temps ces évaluations et l'État prendra acte. Monsieur le ministre, très prudent. La dette paysanne, les paysans vont-ils payer leur dette ou l'État va être généreux en passant l'éponge? Bon, d'abord, moi j'ai eu beaucoup de questions. Oui. Apparemment, je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions. Peut-être que c'est de ma faute, je dois revenir pour pouvoir vous rencontrer. C'est le sujet qui est passionnant. Et éclairer, oui. Parce que j'ai tellement de choses à dire concernant ce qui a été avancé ici. Oui. Bon, mais enfin, je me plie à ce que vous voulez. C'est-à-dire, oui. La dette paysanne? En 2014, les dettes paysannes ont été épongées à hauteur de 13,6 milliards, dont à peu près 10 milliards pour le riz. L'État du Sénégal n'est pas dans une logique de recommencement. Il faut qu'on soit net et précis. Nous ne sommes pas dans une logique de recommencement. Il faut que les producteurs payent leurs dettes. Manam yen baykat yi di ngeen fay seen mbor. Non, bor moom. waaw xamu nu ko Aliou Dia di waxati. waaw waaw. Hein? waaw. waaw te booy far. waaw. dama ni sànq ni 2013 baal nañu ñi ni seen ay bor. Agriculture la kenn mënu ko tabax du fekkee ni ñaari at wala ñetti at yu nekk ñu dajaloo ni yaa leboon baal nañ la loolu mënul tabax agriculture. baykat yi fu mu nekk nii ak caisse nationale crédit agricole képp koo xam ne am nga ci crédit am nga police d'assurance du fekkee ni gàllankoor yi mi ngi ci police d'assurance bi assurance bi dina ko couvrir mooy compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Il faut que assuré ak ko assuré woon toog wax ba noppi ñu soog a mën a xam fan lañ jëm. mais mënuñu tëb rek ci ñoo xam ne dajaloo guñu pour wax ñu ni état bi lii lay def état buy def noonu mën nga jum. xëy na yu ci bare yu am ay jafe-jafe dinañ ko mën a saafara ci assurance yi. xam naa ni affaire janax yi ren Ousseynou Ndiaye doon na ko wax am na ay jafe-jafe yu bare yu ci amoon loolu xam nañ ko xam nañ tam ni assurance bi. nekkul woon ci police yi mais nee na à partir de déwén dina ko dugal ci police d'assurance yi du fekkee ni ñëw na ci benn zone boo xam ni
janax yi lañ fa yàq bare na kooku caisse nationale du crédit agricole jël na ay ndogal ba seet naka lay mën a yombale mbir mi baykat bi ba nga xam ni dina mën a continuer am crédit maanaam mën a continuer liggéey donc mbirum bor yi daal loolu la ñu ngi encouragé ñëpp ñu fay seen ay bor parce que kat Mamadou Ibra du fekkee ni danga may lebal la nga yore du ma la fay mukk daa dem ba dootoo amati koo lebal loolu mooy banque bu tas te kenn ñaanul yàlla sunu banque yi daal di tas. Très bien. Merci, Monsieur le ministre. On est passé du français au wolof, c'est parce que nous parlions de l'agriculture qui occupe près de 70% de la population du Sénégal. Et je pense qu'il fallait aussi s'exprimer dans une langue que la majorité comprend. C'est la fin de ce numéro des Affaires de la Cité. À la réalisation, Pierre Da Silva. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission, à la rédaction comme à la technique. Rendez-vous le mois prochain. Merci, bonsoir.